Et même, vous l'avez dit ici, que vous avez eu du mal à un moment donné de faire valoir la voix de la RDC en ce qui concerne la forêt. Mais on sait une chose, que la guerre de demain, c'est la guerre de l'eau. Je pense que vous le savez. Et ici, nous avons le bassin du Congo. Moi, je voudrais poser la question de savoir où est la place du Congo, à partir du moment où le fond bleu est dirigé plus par le Congo-Brazza, on ne sent pas la place de la RDC. Une autre question, c'est quand vous parlez de l'agriculture mécanisée. Je me demande comment est-ce qu'on va faire, donner la place à ces agriculteurs qui sont souvent des gens qui se débrouillent. Je vois par exemple dans l'arrière, dans les cités semi-rurales comme à Kimwenza, où il y a la topographie est inclinée. Et est-ce qu'on aura les moyens d'utiliser des machines pour faire cette forme d'agriculture? Oui, merci beaucoup, madame. Vous avez parlé des difficultés de faire intégrer les forêts dans les décisions finales, parce qu'il y a des incidences. Vous savez, face aux pollueurs, ils savent qu'ils ont pollué et que les forêts constituent une solution. Quand eux-mêmes entrent dans l'engagement de dire que oui, les forêts constituent une solution, ce sont les forêts qui absorbent les pollutions dont nous sommes responsables. Il y a des incidences en termes financiers. Donc, c'était la finalité qui faisait peur. Ce n'était pas qu'on ne comprenait pas la valeur des forêts, c'est la finalité. Donc, c'est pour acter noir sur blanc que, ah bon, vous avez pollué, vous avez reconnu, donc vous allez payer. Alors, calculons les forêts, séquestrent combien de tonnes de carbone par an et puis payer à ces pays-là. Donc, le problème, c'était au niveau, il y avait plus la vision de l'aboutissement de l'incidence financière. Mais comme il n'y avait pas d'autres arguments, il n'y avait pas d'autres moyens, il n'y avait pas d'autres solutions que de les intégrer, nous sommes parvenus à les faire passer. Vous avez parlé du fonds bleu du bassin du Congo. Vous dites que le leadership, c'est plus la République du Congo, c'est normal. La République du Congo ne travaille pas pour elle. Je vous informe que lors de la COP de Marrakech, le pays africain ont confié, donc le bassin du Congo, ces États ont confié la responsabilité de la commission climat du bassin du Congo au président Denis Sassou Nguesso pour prendre ses leads. Ce sont ses pairs, y compris nous lui avons confié cela. C'est vrai que nous, on était absents à un certain niveau, mais c'était une décision de lui confier. Il ne le fait pas pour lui, il le fait pour le bassin du Congo. Voilà pourquoi, moi aussi, j'ai des instructions claires et précises du gouvernement de la République pour porter haut les flambeaux du fond bleu du bassin du Congo, dont la gibecière est encore vide à ces jours. Parce que je parle Congo, République démocratique du Congo, je parle du bassin du Congo. Je crois que je l'ai souligné. Et c'est un devoir pour la RDC, étant donné que nous avons 60% de ces forêts du bassin du Congo. Vous avez parlé de l'eau. L'eau a sa place. D'ailleurs, la République démocratique du Congo, à elle seule, a 10% des réserves mondiales des eaux douces. Nous avons aussi 52% des réserves des eaux douces de l'Afrique. Il y a des demandes des eaux. Je vous ai parlé des Mbororo qui viennent chercher les pâturages. On ne peut pas parler des forêts sans les eaux. Ce sont ces écosystèmes-là, entre l'eau et les forêts, qui font que les forêts font qu'il y ait la pluie, les écosystèmes hydriques, et la pluie fait que la forêt soit florissante. Donc, on ne peut pas les oublier, nous sommes bien dedans. Parce que tout simplement, étant donné que l'Égypte fait partie du pays désertique, et la question de l'eau a eu sa place avec d'autres pays, on ne pouvait pas
nous aussi parler de la question de l'eau, ça serait de Reddit. Nous avons tout simplement rajouté maintenant la question des forêts. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. On va prendre la question de Dandy. S'il vous plaît, nous avons 20 minutes qui restent. Soyez courts et précis pour nous permettre de répondre au maximum de questions. Merci. La première question s'adresse au ministre porte-parole du gouvernement. Cette floraison de télévision en République démocratique du Congo, vous avez fait allusion à la télévision numérique terrestre. Vous pouvez aujourd'hui nous dire dans combien de temps les télévisions qui émettent en clair pourront être fermées? Parce que plusieurs fois, le gouvernement a donné, il y a eu des délais, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Si vous pouvez apporter un message par rapport à ça. Et en ce qui concerne la vice-première ministre de l'Environnement, plusieurs fois, la République démocratique du Congo s'est plainte des difficultés financières. Concernant le décaissement, le fonds, là vous parlez de 230 millions par exemple, jusqu'à 2030. Dites-nous, ces 230 millions, apportez-nous un peu de précision. C'est pour la RDC, c'est pour le bassin du Congo, ou si c'est pour le bassin du Congo, combien c'est réservé à la République démocratique du Congo? Merci. Alors, réponse rapide, floraison des télévisions. En clair, je crois qu'il n'y a presque plus de télévisions qui émettent en analogique et vous pouvez capter comme ça. Je pense que la plupart des fréquences ont été récupérées pour être démultipliées, pour avoir justement plusieurs canaux dans le numérique. Mais quel que soit le temps que ça prend, aujourd'hui, nous avons fini le processus de contrôle de l'assainissement que nous avons engagé. Et sur ma table, il ne reste plus qu'à poser la signature parce que nous avons recensé plus de 260 chaînes de télévision qui ne répondent pas à la norme, souvent, que ce soit au plan administratif, au plan technique ou même au plan du contenu. Mais bon, après, on nous dit le contexte n'est pas celui-là, il y a la guerre à l'Est, est-ce que si vous le faites, les gens iront au chômage? Mais je pense que là, avec le rappel du président de la République, on sera bien obligé d'y aller pour permettre aux chaînes qui sont en règle et qui ne sont pas connectées d'y l'être. Aujourd'hui, il faut savoir que chaque métier a ses exigences. Si vous voulez travailler à la télévision, vous devez être en mesure de répondre aux normes techniques requises pour ces métiers. Pour une chaîne de télévision, une chaîne de radio, un média, on vous dit que les directeurs de programme ou les directeurs de rédaction doivent avoir au moins un diplôme Bac+5 en journalisme. Mais circuler dans les médias que vous verrez ici, si ceux qui dirigent la rédaction répondent à ces critères prévus par la loi. Et lorsque vous regardez au plan administratif tous les schémas, avis favorables jusqu'au récépissé, est-ce que cela a été respecté? Bon, il y a eu des choses ou des choix qui ont été faits avant qu'on arrive. Nous avons aujourd'hui réussi à remettre le tout sur la table après les états généraux. Il nous reste des décisions à prendre. Il y aura sûrement des colères, mais je pense que ce seront des décisions qui permettront à certains, en tout cas pour ceux qui voudront continuer à travailler dans les secteurs de médias, à investir davantage pour être sûr qu'ils répondent à la norme. Sinon, on sera bien obligé de fermer Duralex et Dex. Merci. Oui, merci. En ce qui concerne les finances, la finance climat, j'aimerais dire que la finance climat ne se discute pas de manière globale. Il y a un thème thématique. La globalité, c'est par rapport aux besoins. Ici, je parle de la catégorie des pays les moins avancés qui sont victimes des réchauffements climatiques et je parle de la catégorie des pays comme le nôtre qui ont la réponse à donner face à l'enjeu du climat. Je prends par exemple, concernant la question relative à la finance, il a été évalué à 4 à 6 000 milliards de dollars par an pour assurer la transition mondiale vers une économie verte. Donc, les pays qui n'ont pas encore de technologie actuellement, il faut des projets évalués à cela. Maintenant, ça dépendra de la capacité de chaque pays à présenter un projet pour qu'il y ait décaissement dans cette JBC. Le grand travail, c'est la technicité au niveau interne pour capter ces fonds. Je donne un autre exemple par rapport à l'adaptation. Par exemple, le pays comme le nôtre, c'est 230 milliards de dollars destinés à renforcer le pays d'ici 2030. Ça qui est l'adaptation. Maintenant, l'adaptation dans quel domaine? Prenons le cas de l'agriculture. Il faut que nous amenons des projets d'adaptation dans l'agriculture, des projets d'adaptation dans l'éducation
des projets d'adaptation dans l'intégration de la dimension genre, des projets d'adaptation dans l'intégration de la protection, par exemple, de l'environnement par le peuple autochtone. Madame la VPM, est-ce qu'on peut être un peu pédagogique à expliquer d'abord c'est quoi adaptation pour que les uns et les autres comprennent ce que cela veut dire dans les jargons de votre secteur? Voilà, merci beaucoup. Je vais descendre. L'adaptation signifie ceci. Il y a le monde qui se réchauffe. Comme le monde se réchauffe, pourquoi le monde se réchauffe? C'est l'industrie. Il y a les raisons aussi naturelles. Chez nous, nous connaissons les raisons de l'éruption volcanique. Lorsqu'il y a l'éruption volcanique, cette chaleur, le feu, la langue de feu que vous voyez, dégage des dioxydes de soufre qu'on appelle l'un des gaz à effet de serre. Ça va dans l'atmosphère, ça chauffe l'atmosphère. Évidemment, on ne peut pas être autour d'un volcan en éruption. La même chose de l'industrie. Je donne l'exemple de ce qu'on a connu ici, les Mombondages Kamine. La fumée qui est dégagée dans l'industrie, là, cette fumée-là, elle est toxique. Elle est constituée de particules, elle est constituée des gaz qu'on appelle les CO2, les dioxydes de carbone. Elle est toxique. C'est un peu comme les groupes électrogènes. Je descends encore plus bas. Vous remarquez dans nos pays, dans notre pays ici, si je peux parler en lingala, ce qu'on dit groupe électrogène, au côté de la Katianda, pour molli les ali, pour pelisi, mouinda e pela, batu barobimate na tongo. Pour gaz réseau dégager hydrogène wana, ba gaz wana, et ko aspirer, pe manabino et aspirer, pe ma oxygène bozanango, batu bakufa. Oyoka, batu tel, batiaki mbabola nanda kupona malili, bakufaki. Batiaki groupe électrogène nanda kubakufi. Siko ba groupe électrogène nanda wana ezali te industrie, mombonda o ba izini bazo sala, pona ko fabriquer ciment, ko fabriquer mituka, ou bien ko sala industrie à transformation à pétrole. Milinga nyoso bomona kawana eza milinga moko ya mabe, ya toxique et baby sa réseau pollué. Tant mususu bozo mona ngona misu te me solo wana soko pemi ozo kanga mapema. Les gens qui me suivent à l'ICAS, ils savent que les usines de fabrication d'acide sulfurique à Likasi, la route de Likasi à Kambove, les gens tout autour sont victimes de cette pollution. La même chose aussi vers Kolwezi. Donc, ce sont ces différents gaz à effet de serre. Pour qu'on puisse trouver une solution de cela, il faut des forêts, il faut bazamba. Il n'y a que les arbres qui sont capables d'absorber ces pollutions. À Likasi encore, quand j'ai été là-bas, je vous ai dit qu'il faut reboiser parce que le traînerait avec les acides sulfuriques qui sont dégagés dans l'oxygène et dans l'atmosphère. Vous manquez l'oxygène, il faut les arbres parce que les arbres se nourrissent justement de ces gaz de CO2. Les arbres les aspirent et les arbres dégagent l'oxygène au bisotopé c'est que ce qui nous aide à respirer. Donc, 1, 2, 3, 4 arbres qui constituent la forêt sont capables donc de séquestrer, d'absorber cela. Alors maintenant, on nous demande, nous qui avons des forêts, qui avons ces arbres, contrairement aux autres qui sont dans les déserts, de préserver ces forêts. Pour aller cultiver, il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas mettre le feu. Quand vous coupez les arbres, vous mettez du feu, vous faites des actions passives. Vous coupez l'arbre, vous ôtez une possibilité d'absorber la pollution. Et quand vous mettez le feu, vous émettez encore ces gaz de dioxyde de soufre qui se dégagent dans l'atmosphère. Donc, il y aura encore le réchauffement climatique. Maintenant, pour l'agriculture, compte tenu de la situation actuelle du climat, nous devons nous adapter à la nouvelle donne du climat. Des combos d'adaptation, on parle de programmes d'adaptation. Comment s'adapter? Ne plus brûler, ne plus couper les arbres, on fait maintenant l'agroforesterie. C'est une technologie nouvelle. Il faut changer Bizaleli. Il faut changer Bizaleli, il faut s'adapter, il faut changer Bizaleli, il faut changer, il faut tika makambo et bébisaka environnement. Technologie net il y a kolona, système à sikezali, oloni nzete, okokipe kolona nzete à pondu. Donc oloni net exemple, acacia ou bien nzete wabenga kaibimisaka mbinzo, bambinzo bayaka wana, okolona pondu, oloni masangu, oloni nguba. Liboso to bando kanisake, soki oloni biloko wana, ndenge nzete ezali ekobimate te technique ya sika ezali, o préparer mabele malambo babenga ngo préparation de sol, ko préparer mabele wana, ko tia babenga ka ba compost na ba boye biloko wana ebele,
ezosenga misolo. Technique wana ezosenga misolo. Nde yango wana tozosenga fond ya adaptation. Bo pesa biso misolo. Poto batela zamba mokili ezika te. Alors toza na besoin ya ba makoki oyo ko permettre biso to sala milona na biso na ndenge mususu. Ndenge ba oyo ba yebi na bazamba okolo na kakao ata banzete eza minene. Kakao balona kango na base nzete. Okolona pe café ata banzete ezali. Siko technique ya sika kolona pe pondu na masangu ekobima pe bien. Voilà, voilà. Ça veut dire que nous devons faire beaucoup de pédagogie sur cette question parce que c'est cela aussi être pays solution. Voilà. Alors, on va prendre la série de 3 dernières questions parce qu'on va gérer le temps. C'était quoi la sous-question? Oui, mais il y en a eu. Est-ce qu'il y a eu allègement dans les circuits financiers en termes de décaissement? Parce que dernièrement, la RDC se plaignait de fonds décaissés, mais il y avait des difficultés pour la RDC de bénéficier de ces fonds. Oui, allègement, c'est-à-dire mécanisme, faciliter maintenant le mécanisme de décaissement. Je voudrais d'abord souligner que lorsque nous allons en COP, ce n'est pas là où on rentre avec l'argent. Là, on va ficeler les décisions qui vont maintenant se mettre en œuvre. Donc, nous avons du travail pour avoir préparé même la pré-COP 27 à dater d'aujourd'hui, donc depuis que la COP avait été clôturée, jusqu'à la remise et reprise avec les Émiratis, d'appliquer les 92 résolutions moko na moko. Ya kobimisa mbongo, ya koelaborer ba projet, ya kosala boye. Alors c'est pourquoi parmi les résolutions, nous avons cette loi, la loi que nous sommes en train d'amender aujourd'hui. Je m'adresse donc aux parlementaires de faire diligence pour avoir cette loi-là qui va nous permettre d'avoir par exemple l'argent pour les crédits carbone. Nous avons déjà un peu d'argent avec des programmes de Maïndombe, mais on les fait sans cadre juridique. On les fait selon, on dit, gentleman agreement. Boyo Kanikaka est volontaire. Voilà, merci. Alors, on va prendre la question de Paul Matendo, Marlon Kacham ou Prince Maïro. Une question, s'il vous plaît. Comme ça nous permet de terminer. Une question. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais faire un effort pour poser juste une question. Parce que j'ai envie de faire invité du jour, mais bon, madame la VPM... Après ici, vous pourrez faire invité du jour. Merci beaucoup. Rendez-vous pris. Madame la VPM, vous avez dit la RDC s'est battue dans les forums internationaux sans chiffres. Alors, les données actualisées par les scientifiques ont démontré que le bassin du Congo constitue le premier poumon mondial en matière de séquestration de gaz carbonique. Est-ce que ces chiffres ont été confirmés à la COP 27? Excusez-moi, monsieur le ministre. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Alors, à Yangambi, il y a eu des résolutions qui ont été prises. Parmi ces résolutions, il y a une qui a retenu mon attention. Il était question de lancer à Yangambi l'observatoire de forêt, de climat, de forêt et tourbières. Est-ce que le processus a déjà commencé? Parce que, regarde ce qu'on a vu à Yangambi, il est urgent qu'il y ait intervention en cette matière. Merci. Voilà, merci. Prince Maïro. Merci beaucoup. J'adresse ma question au monsieur le ministre de la Communication. L'actualité, c'est aussi la publication du calendrier électoral. Mais c'est cependant le samedi, lors de cet événement, le président de la CENI a insisté, je dis insisté parce que déjà au mois de février, lors de la publication de la feuille de route, il avait évoqué ces contraintes, notamment sécuritaires et logistiques, qui peuvent influencer négativement le processus électoral. Ma question est de savoir, est-ce que le gouvernement ne prend pas en charge ces questions ou il est déjà en train de travailler pour trouver des solutions? Merci. Merci. Marlon Kachamo. La question, c'est pour monsieur le ministre de la Communication et Médias. Alors, le processus de Nairobi, monsieur le ministre, le délai a déjà pris fin. Ça, c'est un. Deuxième chose, où vous allez encore allonger ces délais-là. Ça, c'est deux. Et troisièmement, que feront actuellement ou encore concrètement sur les terrains les forces régionales pour se confronter aux rebelles? Merci. Merci. Et d'ailleurs, c'est bien que vous reveniez sur le processus de Nairobi. Je vais demander à la technique de nous diffuser un bref extrait du discours du président de la République ce matin, justement, devant plus de 200
compatriotes qui représentent les différents groupes armés aux travaux sur les discussions politiques qui se tiennent à Nairobi? C'est assurément l'ultime opportunité pour les groupes armés encore actifs en RDC de définir leur avenir en optant pour l'une de deux options qui s'offrent à eux. Suivre le programme de désarmement et réinsertion sociale ou subir la rigueur de la loi. Le choix leur revient. Ce lundi matin, ils étaient près de 200 à prendre part au 3e round de consultation politique de Nairobi, présidé par Emmanuel Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part par vice-France à l'ouverture de ces discussions, a en garant de la nation tenté de réanimer l'âme patriotique de ses compatriotes. Souvenez-vous de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisées. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tueries, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Il est temps pour chacun de nous de se tourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, ni étouffer. Ces discussions avec les représentants des groupes armés et la société civile de province de l'Est du pays devraient aboutir à une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et intégrer le PDDRCS qui, contrairement à l'ancienne vision, se fonde sur une approche du désarmement et démobilisation en mettant un point d'honneur sur les relèvements communautaires, suivant laquelle la réinsertion des ex-combattants se fait dans une logique de cohésion sociale au sein de communautés et non au sein de forces armées de la République. Réduire les inégalités sociales, assurer la prise en charge de jeunes par le programme de développement de 145 territoires, ainsi que la dotation des services de sécurité en capacité adéquate sont là quelques assurances faites par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son discours. Concernant le cas de rebelles du M23, le commandant suprême reste ferme. Ce dernier ne pourront prendre part aux consultations de Nairobi qu'à une seule condition, celle du respect strict de la ligne édictée par le communiqué final du mini-sommet du 23 novembre dernier à Luanda. Voilà, merci pour ces mots clairs du Père de la Nation qui s'adressait aux égarés au sein de groupes armés. Donc les dialogues, les discussions ont commencé aujourd'hui jusqu'au 3 décembre et à la fin, nous espérons que nous pourrons avoir la fenêtre d'opportunité pour ramener la paix dans cette partie du territoire, réinsérer ceux qui étaient dans les groupes armés, mais l'urgence, c'est aussi la question humanitaire. Alors, dans votre question, même si vous ne l'avez pas terminé, j'ai compris l'idée, le communiqué de Luanda était assorti d'un calendrier. On avait donné 48 heures pour que cessent les feux et je vous ai dit qu'on observe une relative accalmie. Même si les informations qui nous parviennent disent qu'il y a une forme de réorganisation ou des déplacements de matériel du côté des terroristes du M23, mais globalement, porte-parole de l'armée qui pourra nous dire ce qui pourra être dit, mais il faut rester dans l'esprit de ce qui a été dit par les chefs d'État qui ont pris la décision. Et donc, le temps de la réflexion, des réflexions est déjà terminé. Je pense sûrement, je ne suis pas de l'autre côté, que des dispositions sont en train d'être prises parce qu'ils ne pourront pas affronter à la fois les forces et toute la pression mondiale qu'il y a sur les sujets. Donc, nous pensons que nous devons rester vigilants, autant nous devons rester optimistes pour donner une vue, une possibilité de rapidement arriver à la paix parce qu'il y a des compatriotes qui ont besoin d'être secourus rapidement, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'abri. C'est pour eux que nous avons toujours fait le choix de privilégier les voies qui mènent à la paix. Alors, votre question
me permet de rebondir rapidement sur la question de Prince Mahiro. D'abord, je dois rappeler ce que j'avais dit ces jours-là, c'est que le gouvernement a fait, le gouvernement fait et le gouvernement fera sa part. Nous sommes dans un processus qui est laborieux parce qu'il faut enrôler à peu près 50 millions d'électeurs. Vous savez que la question électorale est une question qui soulève toujours beaucoup de passions en République démocratique du Congo. Je ferai donc l'économie de revenir sur les doutes des uns et des autres parce que la publication de la feuille de route, les gens n'avaient peut-être pas fait très attention. Sinon, certaines préoccupations n'auraient pas été soulevées. Mais la publication du calendrier électoral vient montrer que nous sommes dans la droite ligne. Et aujourd'hui, parmi les contraintes qui ont été listées, le gouvernement, comme je l'ai dit, fait sa part. La CENI avait besoin pour cette année d'à peu près 640 millions de budget ou 600. Le gouvernement est déjà à plus de 400, 450. Le gros a été donné et d'ici la fin de l'année, parce que malheureusement, nous avons à la fois des contraintes que nous impose cette situation de guerre, nous avons des contraintes au regard de notre partenariat avec le Fonds monétaire international et toutes les questions sociales qui doivent trouver des réponses en même temps. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement a déjà suffisamment montré sa bonne foi pour financer l'organisation des élections. La contrainte la plus inquiétante, et nous espérons que le processus de Nairobi à la suite du mini-sommet de Luanda nous permettra d'y trouver une réponse, c'est la question de la sécurité. Vous avez suivi que les terroristes du M23 avaient saccagé et pillé les matériels électoraux dans le Rutshuru. Aujourd'hui, il y a à peu près 400 000 compatriotes qui sont déplacés, qui ne sont pas chez eux. Et donc, lorsque la CENI va commencer le processus d'enrôlement par aire opérationnel, lorsque le moment de cette partie du pays arrivera, je ne suis pas la CENI, mais il serait souhaitable que la CENI ait déjà pris le temps d'avoir ses bureaux réouverts, d'y convoyer le matériel électoral et que les compatriotes qui sont déplacés par 400 000 puissent retourner chez eux parce que c'est là qu'ils doivent être enrôlés, parce que c'est là qu'ils doivent être votés. C'est ici l'occasion d'exhorter encore de nouveau la communauté internationale, parce qu'elle est partenaire au processus, d'user de tous les moyens diplomatiques à leur niveau pour que la situation sécuritaire que nous déplorons actuellement puisse se terminer parce que c'est là risque évidemment d'avoir une incidence. C'est aussi l'occasion de rappeler à toutes les parties prenantes. Les moments venus, nous pourrons faire une communication conjointe avec le président de la CENI où il aura l'occasion d'expliquer dans les détails ce qu'il entend par contrainte et comment le processus va évoluer. C'est aussi l'occasion d'encourager toutes les parties prenantes, les sceptiques, de se mettre dans les trains électoraux pour qu'on n'écrit pas 6 mois avant qu'il y a eu ceci, allons au dialogue, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela. Nous sommes à une année, nous pouvons le faire. Et donc ici, je conclurai en réaffirmant la volonté du gouvernement, du président de la République, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le peuple vote, parce que c'est du peuple que nous tirons les sceaux de notre pouvoir. Madame la vice-première ministre, je veux vous donner la parole pour répondre rapidement aux questions de Paul Matendo qui déjà veut vous inviter pour Okapi et aller dans le détail. Donc, des réponses. Oui, merci beaucoup. Vous avez demandé si on a fait adopter la capacité en termes chiffrés d'absorption de pollution par nos forêts là-bas. Non, c'est le principe que nous avons fait adopter. Nous avons intégré les principes de l'importance des forêts. Vous savez pourquoi? Parce qu'au niveau du bassin de l'Amazonie, rien que le Brésil dispose de 17 tours à flux. Et ces 17 tours à flux ont donné les données techniques de la capacité de 1,4% de séquestration des forêts. Mais nous, dans le bassin du Congo, on n'a qu'une seule tour à flux qui se trouve à Yangambi, qui a démontré que 0,7%. Donc, si nous acceptons ces chiffres aujourd'hui, c'est que nous avons même revu à la baisse peut-être les capacités de nos forêts. Donc, nous sommes dans des projets plutôt de mettre des tours à flux pour les carbones couchés, des tourbières, des projets des autres tours à flux. Il y a les forêts de Mayumbe, il y a les forêts de Maindombe, de l'Équateur, etc. Peut-être si nous avons 2, 3, 4, 5 tours à flux, ça va nous donner encore beaucoup plus de la lumière. Et avoir des tours à flux au Congo, République du Congo ou au Cameroun, au Gabon, ça va nous permettre de comparer, de nous donner encore plus de la lumière de ce que nous valons réellement. Donc, on ne pouvait pas se hasarder à nous limiter. Ça, c'est nous restreindre de nous-mêmes, mais le principe, nous l'avons fait accepter. À ce qui concerne
la décision, donc la demande de mettre l'observatoire climat, forêt, etc., c'est la responsabilité du gouvernement et je suis en train de m'y mettre. Je viens de rentrer. Le vendredi, j'ai fait le rapport au gouvernement de tout ce qui a été notre participation. Et aujourd'hui, lundi, par respect à la population congolaise et via vous, les médias, je vous dis merci pour ça. Et maintenant, je vais m'y mettre à le faire parce qu'il n'y a pas seulement le volet environnement, climat, mais vous savez, nous sommes confrontés aussi à la situation de l'environnement, assainissement. Merci. Voilà, avant de terminer ces briefings, je voudrais signaler, disons à travers vous, qu'il y a eu une légère augmentation du carburant qui a été opérée par le ministère de l'économie. Cette augmentation va de 100 francs congolais pour les gasoil dans les zones nord et sud, 160 francs congolais pour l'essence dans la zone ouest, 30 francs congolais pour les jets A1 pour le vol internationaux. Les prix sont restés inchangés, notamment pour les jets A1 de vol nationaux. Cette augmentation partielle est justifiée par une anticipation fondée sur l'évolution des paramètres de la structure de prix des produits pétroliers. Vous savez que le Brent a d'abord chuté de plus de $100 à $84 avant de reprendre la tendance haussière où elle se situe aujourd'hui autour de $90. La nécessité de soulager la trésorerie des sociétés pétrolières. Vous savez que les écarts entre le juste prix et les prix sociaux est assez important et c'est ce qui est couvert par le gouvernement. Nous sommes à plus de 400 millions de dollars. Et 3, le maintien de l'équilibre du système d'approvisionnement en carburant. C'est donc une décision qui a été prise pour prévenir. Madame la vice-première ministre, oui. Nous terminons par là. Oui, si en quelques secondes pour terminer. Oui, si vous permettez, c'est une raison de plus pour que tous les Congolais, tous ensemble, nous soutenons donc notre projet d'appel d'offres d'exploitation de nos ressources naturelles, nos 27 blocs pétroliers et gazés, pour nous aider par rapport à l'énergie. Il faut aussi que nous puissions soutenir la transformation locale de nos minéraux stratégiques qui nous aident à accéder donc à cette transition écologique d'avoir les véhicules électriques, donc fabrication des batteries ici. Parce que j'attends parfois des sons de cloches contraires dans des tweets et tout, les gens qui ne croient pas. Il faut réaliser, il faut croire dans ce que nous voulons, parce que nous ne pouvons pas continuer à importer cette denrée-là dont on parle aujourd'hui alors que nous l'avons sous nos pieds. Nous avons besoin de l'oxygène dans la protection de l'environnement. Nous n'allons pas nous départir de notre objectif de protéger l'environnement, mais nous avons aussi besoin du pain. Voilà. Voilà. Alignement. Gardez-vous au centre. Portez armes. Maintenant, avec détermination, nous allons finir la guerre. Hallelujah. Awana Kongo tozalina bosenga nayo. Mutini mujulani katika dukwenga. Mungu wangu ni Mungu wa salama. Chef d'état-major général Christian Chiwewe. Vous qui vous réalisez avec l'ennemi. Vous qui êtes à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Tu es le Dieu qui prête ses coups, on va sans force devant toi les séjours des morts venus. Et l'abîme n'a point de voix.
biso tozolonga bango biso tozolonga bango